l'heure, je vais revenir sur les propos qu'a tenus Donald Trump sur le compte Truth Social, après bien sûr la visite et l'échange au lieu avec le président Zelensky. Il dit, je cite, « Aujourd'hui, nous avons eu une réunion significative à la Maison-Blanche. Nous avons appris beaucoup de choses qu'il aurait été impossible de comprendre sans une conversation sous une telle pression. C'est incroyable ce qui ressort à travers l'émotion et j'en suis arrivé à la conclusion que le président Zelensky n'est pas prêt pour la paix si l'Amérique est impliquée, car il estime que notre implication lui donne un grand avantage dans les négociations. Je ne veux pas davantage, je veux la paix. » Il s'est montré irrespectueux envers les États-Unis d'Amérique dans notre précieux bureau ovale. Il peut revenir quand il sera prêt pour la paix. Donald Trump qui résume la situation, est-ce que on comprend ou bien on peut comprendre de cette façon-là que Zelensky ne doit plus rien attendre du moins de ce qui pourrait être comme impact du conflit, résolution du conflit. Il devra tout simplement subir les conclusions qui pourraient survenir des États-Unis et de la Russie. La question que vous posez, elle est absolument intéressante. Permettez-moi d'abord, avant de commencer, d'avoir une pensée pieuse pour le rétablissement de Mme Cassandra Begoudé et souhaiter bonne santé et bon rétablissement pour elle. Merci. Je m'aligne absolument dans les analyses de M. Junior Abena, que j'ai manqué tout à l'heure d'évoquer son nom, je m'en excuse, pour dire qu'en réalité, ce qui s'est passé là, c'est, je dirais, un classique qui va rester comme un sujet d'abord de diplomatie, mais également de communication. Vous voyez, et je pense que comme l'a dit Donald Trump à la fin, eh bien, cette pièce journalistique, cette pièce de télévision va rester dans l'histoire, mais pour pouvoir comprendre tous les tenants et les aboutissants, je pense qu'il va falloir convoquer une grille de lecture, je dirais, multidimensionnelle, mais également le placer sur l'échiquier de la guerre. Vous savez, quand on est en guerre, il y a le rapport de force, mais aussi il y a beaucoup de ruses. Et cette ruse-là, on l'a vu en direct dans cette pièce de télévision. Et pour comprendre toute la dynamique, il me semble qu'il faut convoquer la grille de lecture d'abord diplomatique, communicationnelle, et également la stratégie de guerre, tout en comprenant, n'est-ce pas, les fondements de rupture, d'approche de rupture idéologique. Il faut également noter que cet élément que nous avons vu, il y a un avant, un pendant et un après. Et si vous mettez les trois dimensions, vous avez une bonne lecture de la situation. En réalité, comment on l'appelle, le président Zelensky, ses services n'ont pas fait une lecture, une vraie lecture de la stratégie mise en place. Ils ont été pris au piège, tout simplement. L'avant, eh bien, c'est les négociations qui ont eu lieu d'abord à Riyad, les contacts avec les Russes, et déjà les propositions, n'est-ce pas, de résolution de conflits qui ont été présentées à Zelensky. Zelensky a rejeté cela, a fait beaucoup de bruit, et donc on l'a convoqué à la Maison-Blanche. En réalité, c'était un traquenard pour lui, puisque de telles négociations ne peuvent pas se faire à la fois devant les médias américains, donc devant le monde entier, et également autour, on a le président Donald Trump et en même temps le vice-président. Donc, c'était une façon de déconstruire, de ridiculiser, de démontrer au monde que Zelensky est complètement ridicule. Il est farfelu, il n'a aucune conscience, et c'est lui qui est le problème du fait que le conflit ne se résout pas. Mais en même temps, c'est un message qu'on envoie aux Russes.
C'est un message qu'on envoie comment on l'appelle, au président Poutine, qui fait en sorte que ça favorise également cette réconciliation entre Donald Trump et le président russe. Donc, dans cette pièce-là, je dirais classique, ontologique, il y a beaucoup de leçons à tirer. On a l'impression que c'est des experts en échec qui sont en train de jouer. Celui qui n'a rien compris, c'est Zelensky, parce que quand vous abordez ce genre de sujet, quand vous venez dans ce genre de négociations, ben, ce n'est pas une conférence de presse. Et donc, du moment où vous avez tous les médias qui sont sur vous, il faut absolument comprendre que la communication devient une clé et convoquer ce qu'on appelle la psychologie de la communication. Et la psychologie de la communication engage 3 éléments fondamentaux. Il y a l'intrapsychique, il y a l'interactionnel et le contextuel. Le contextuel, c'est-à-dire la situation institutionnelle. Vous êtes à la Maison-Blanche, vous êtes à la Maison Ovale, et vous êtes en modo-vision à l'opinion américaine. Et vous savez à qui vous avez affaire, c'est-à-dire un président Trump qui est imprévisible de ce point de vue. Et quand vous voyez que ça va dégénérer, la meilleure chose à faire, c'est de demander à ce que le dialogue continue sans les médias dans un cadre plus secret. Vous voyez? Donc Zelensky n'a pas compris ça. Zelensky est complètement tombé dans le panneau. Et là, moi, j'accuse quand même ceux qui sont ses conseillers qui ont préparé cette rencontre. Parce qu'ils n'ont pas vu venir le piège. Ils ne se sont pas préparés, n'est-ce pas, dans son ancienne logique, de venir aux États-Unis de jouer sur l'émotion. D'ailleurs, il avait l'image de comment on montre Poutine violent, qui massacre la population pour aller chercher une dose émotionnelle, et en contrepartie, ben, il a les armes, il a l'argent. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que les choses ont changé. Ce n'est plus l'administration Biden, c'est l'administration Trump. Et Trump, le trumpisme, il fallait l'analyser. Il fallait comprendre que le trumpisme, c'est une démarche politique qui est beaucoup plus transactionnelle. Trump voit les choses en termes de deal, en termes d'aller rapidement vers... Trump n'est pas un homme politique. Vous voyez, donc il y a une rupture sur le plan diplomatique. Vous interrogez les diplomates et tous sont estomaqués par ce qu'ils ont vu, parce que ce n'est pas dans, je dirais, dans l'échelle des choses en matière diplomatique. C'est ce qui s'est passé. Et donc on est en plein dans une forme de rupture dans la méthodologie, dans la méthode également d'aborder les choses. Et quand on vient au fond de la question, eh bien, Zelensky, et là encore, ne comprend pas fondamentalement l'enjeu, dans la mesure où Zelensky n'a jamais décidé par lui-même et compté sur la puissance de l'Ukraine pour déclencher la guerre. Zelensky a été instrumentalisé. C'est un instrument dans les mains de l'OTAN, de l'administration américaine de Biden, d'aller affaiblir la Russie. Donc, de ce point de vue, quand cette même administration revient à la charge, vu le rapport de force sur le terrain, qui est assez déterminant, donc la résilience de la Russie, sa capacité à transformer son économie en économie de guerre, et le fait que tout le dispositif sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire n'ont pas marché, eh bien, il faut changer de braquet, il faut changer d'approche. Et Zelensky ne comprend pas. Alors, il y a le maître qui t'a instrumentalisé. Aujourd'hui, vient te dire, vu les rapports de force sur le terrain, eh bien, il va falloir disjoncter. Et c'est ce Zelensky qui dit non, je veux continuer la guerre. J'entends comment on l'appelle, des garanties. Mais vous n'avez pas pensé cette guerre. Vous n'avez pas stratégisé cette guerre. Vous êtes le résultat d'une tendance des néoconservateurs démocrates qui avaient une stratégie qui était fondée par l'approche proposée par Brzezinski dans son ouvrage Le Grand Échiquier. Donc c'est la Chine qui était la cible, parce que la montée en puissance de la Chine sur le plan économique, mais également qui se double d'une stratégie de défense militaire, inquiète énormément le géant américain qui a dominé l'architecture géopolitique mondiale pendant
les 80 dernières années. Et donc, quand ils arrivent à cet apogée et qu'ils voient le déplacement des plaques tectoniques d'un monde unipolaire vers un monde multipolaire avec la perte de puissance, d'influence du dollar sur l'économie mondiale et qui sont très inquiétés. Et donc, leur cible, c'est la Chine. Mais on ne peut pas affaiblir la Chine sans affaiblir, sans démanteler son allié militaire qui pourrait la supporter, qui est la Russie. Donc, l'Ukraine a été instrumentalisée dans une dynamique, n'est-ce pas, qui dépasse l'Ukraine d'une certaine manière. Et donc, quand on en arrive à comprendre que la Russie n'est pas facilement démantelable, d'ailleurs, elle s'est repositionnée, elle a repris même de la force, elle est là même en train de changer l'ordre, n'est-ce pas, de structuration du monde en termes géopolitiques. À partir de là, les Américains sont en train de changer d'approche. Donc, Donald Trump est en train de changer cette approche-là. Alors, son vassal, qui a été tellement dopé, n'est-ce pas, de drogue, de drogue guerrière, à un moment donné, doit comprendre que les choses ont changé. Alors, cette incapacité d'analyse, de projection, de comprendre que les dés sont jetés et de changer d'approche, on ne l'a pas vu dans cette démarche-là. Et conclusion, c'est un fiasco total sur le plan de la communication, un fiasco sur le plan de la diplomatie, un fiasco également sur le plan même de la stratégie de guerre, parce qu'une guerre, eh bien, ça ne se gagne pas tout simplement à travers la puissance de feu. Il y a aussi le temps, n'est-ce pas? Il y a les 3 temps de la guerre que vient de dire tout à l'heure le docteur Sango. Donc, nous rentrons dans le 3e temps, le temps de la négociation. Et ce temps convoque, n'est-ce pas, les conditions de cesser le feu, les conditions de reconstruction, et qui également met en jeu la question économique. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on voit tout simplement que M. Zelensky n'a pas vu, n'est-ce pas, le piège qui lui a été tendu, n'a pas pris conscience de changement d'enjeu. Il était toujours dans son ancien narratif de jouer sur l'émotion, d'amener Donald Trump à l'appuyer, et il a avancé des arguments complètement farfelus. Le fait de menacer, n'est-ce pas, les États-Unis pour dire, ben, vous êtes derrière votre océan très très beau, eh ben, la guerre va vous rattraper. Et il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, cette narrative européenne qui fait d'eux des vassaux, d'ailleurs l'Europe a été, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une façon vassalisé par les États-Unis. Donc cette posture guerrière, ben, aujourd'hui, il y a ce changement, n'est-ce pas, de paradigme, changement d'approche qui devrait amener Zelensky à comprendre que, eh ben, un conflit amène toujours à ce qu'on appelle un dépassement de conflit. Et que lors de la guerre, c'est aussi une forme d'anticipation, c'est-à-dire d'intelligence qui renvoie, n'est-ce pas, à la causalité. Cette causalité, bien évidemment, se structure autour, n'est-ce pas, de la compréhension des enjeux, de la capacité aussi à s'adapter et également à faire une forme de ruse pour sauver les meubles. Aujourd'hui, 1 million de soldats que l'Ukraine a perdus, son pays est détruit et l'esprit de continuer la guerre reste quand même quelque chose d'incompréhensible à tout point de vue. Mais celui qui est derrière cela, en réalité, c'est les Anglais, c'est les Britanniques. Rappelez-vous que c'est les Britanniques qui sont partis, leur Premier ministre qui est parti convaincre Zelensky de ne pas signer l'accord de Turquie 2 semaines après l'invasion de l'Ukraine. Normalement, cet accord devait tout simplement amener l'Ukraine à être une zone de tampon, une zone de neutralité et qui sécurise le Donbass pour que les pro-russes ne soient pas massacrés. Donc cet accord était possible, mais les anglo-saxons, puisque leur mécanisme de contrôle, de puissance, d'influence de l'humanité depuis le temps de l'esclavage jusqu'à la colonisation, s'est divisé pour régner. Et vous allez voir que partout où les Anglais sont passés, ils ont semé cette division pour régner. Alors il fallait créer cette zizanie au sein de l'Europe. Ils sont convaincus, Boris Johnson a convaincu Zelensky de ne pas signer et donc ils vont les soutenir. Et c'est ce qu'il vient encore de répéter. Vous avez pu voir que quand Zelensky, complètement laminé, chassé de la Maison Blanche comme un malpropre, où il est parti,
il est parti en Grande-Bretagne. Et qu'est-ce que la Grande-Bretagne dit? Ben, ne t'en fais pas, nous vous donnons le chèque, nous vous donnons les armes, et il va même voir le roi. Alors pourquoi? Parce que le roi veut démontrer que de toute façon, c'est moi qui est le supra, n'est-ce pas, de l'ordre anglo-saxon. Ce n'est pas le président américain. Même si Donald Trump ne s'aligne pas, nous continuons pas à rester dans cette logique-là et nous estimons que les Russes, c'est un ennemi potentiel. La Russie est dangereuse pour l'ordre mondial, l'ordre anglo-saxon, l'ordre unipolaire. Il faut absolument que nous affaiblissions la Russie. Nous sommes là dans ces paramètres de géopolitique, mais malheureusement, il faut une hauteur d'esprit. Il faut quand même être entouré pour comprendre tous ces éléments, tous ces aspects pour sortir son épingle du jeu. Je pense que la prochaine étape pour Zelensky, c'est de réfléchir à sa sortie, à sa survie, à la survie de sa famille, parce qu'on a tout le lieu de craindre qu'il ne sortira pas vivant de cette situation dramatique pour lui, dramatique pour son pays. Tout ça pour ça, je pense que c'est quand même la bêtise humaine qui est au clair aujourd'hui, que les hommes prennent des décisions, massacrent des populations pour des enjeux futiles. À la fin de la journée, on revient à la case de départ, la case de négociation. Merci à vous, chez Lulesson, même si vous avez évoqué la question de la survie de Volodymyr Zelensky et de sa famille, le fait de ne pas sortir intact sans perdre ne serait-ce qu'une goutte de sang. Du moins, c'est pas notre souhait. Tout le mal qu'on lui souhaite, c'est bien sûr qu'il puisse bien se porter. Surtout, docteur Sango, notre internationaliste, mais politologue également. Dans le fond, chez Lulesson a parlé d'un fiasco du côté ukrainien. Je ne voudrais pas vous poser la question si ça a été un échec diplomatique, mais tout porte également à croire au regard de ce qui s'est passé. Et justement, l'ambassadrice de l'Ukraine accréditée à Washington durant ce spectacle qui a été servi par son président a coulé des larmes au cours de cet échange. Certainement pour elle, comme pour de nombreux Ukrainiens, on s'est dit que tout est fini pour nous. Il n'y a plus possibilité d'avoir un espoir. Oui, je pense que d'un point de vue typiquement polémologique, c'est-à-dire lié à l'étude de la guerre, nous sommes en train de voir aujourd'hui que pour les réalistes, il y a de quoi, n'est-ce pas, essayer d'accepter la réalité. Après cette rencontre entre Vladimir Zelensky et Donald Trump. Parce que ça a déjà été démontré sur le terrain du point de vue, n'est-ce pas, c'est un rapport de force que cette guerre-là, en réalité, c'est les États-Unis qui l'a tenue jusqu'ici. C'est de ça que la question. Et nous sommes en train de voir de plus en plus que d'un point de vue stratégique, Vladimir Poutine est en train de comprendre que ça ne vaut même plus la peine de négocier avec l'Europe. Maintenant, il est question de négocier avec celui-même qui fait la force de ce camp-là, directement, qu'on appelle les États-Unis. Les États-Unis. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, en réalité, moi, je pense que cette ambassadrice dont vous évoquez a fait ce que beaucoup d'Ukrainiens sont en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire des Ukrainiens réalistes qui comprennent qu'ils ont tenu jusque-là à cause des États-Unis. Moi, je pense que Zelensky devrait comprendre que, en réalité, bien qu'il soit président de la République ukrainienne, il doit savoir que la République ukrainienne, n'est-ce pas, ne se résume pas à lui, n'est pas un réductionnisme à sa personne et à sa personnalité. On voit bel et bien qu'il donne l'impression sur le plan international qu'il a été élu à la tête de l'Ukraine, non pas pour satisfaire les desiderata des Ukrainiens, mais pour jouer un rôle géopolitique en faveur de l'Europe, qui a toujours considéré et totémisé la Russie comme étant le diable sur la scène internationale. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, en réalité, Zelensky a péché. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui des péchés qu'on peut, n'est-ce pas, lui reprocher. Parmi ces péchés-là, la perte, n'est-ce pas, de la vie humaine des Ukrainiens. On peut évaluer aujourd'hui à hauteur des millions. Sur le plan économique, il est en train d'endetter l'Ukraine de manière infinitésimale. C'est-à-dire une dette qui ne finira presque jamais. Et du point de vue de la légitimité politique, il a crispé
le champ politique ukrainien. Il ne parlait plus des élections. On ne sait même plus si l'Ukraine est encore une démocratie ou alors a basculé vers la monarchie. Donc, en réalité, Zelensky aujourd'hui devrait comprendre que l'Ukraine ou le futur de l'Ukraine ne peut plus se faire avec lui. Il est dépassé par les événements. Peut-être il a atteint l'objectif des États européens, par exemple. Parce qu'il faut dire que même si on revient sur la manière dont il a été élu, on peut comprendre bel et bien qu'il y avait une main invisible des Européens qui ont joué pour qu'il arrive à la tête de l'Ukraine. Parce qu'il faut rappeler que à l'époque de son prédécesseur, j'oublie encore son nom, qui était un pro-russe, la Russie et l'Ukraine vivaient en quiétude. D'accord? Il n'y avait pas ces velléités de grégarité, de déstabilisation, parce qu'en réalité, c'est lui qui était à la tête de l'Ukraine. C'est quelqu'un qui avait l'histoire de cette géolocalisation qui englobe la Grande Russie et ses ex-États satellitaires qui formèrent à l'époque l'ex-URSS. Et d'un point de vue historique, tout dirigeant qui doit arriver à la tête de l'Ukraine devrait être, n'est-ce pas, traversé par cette histoire-là. Parce que c'est l'histoire. Et vous savez qu'un peuple, un pays, ne fonctionne et ne se développe qu'en tenant compte de son histoire. C'est cette histoire donc-là qui est aujourd'hui mise en difficulté, qui est aujourd'hui violée. Parce qu'on voit que les États européens ne veulent pas respecter l'histoire de ces pays baltes. Par exemple, on voit que les États européens, pour des raisons, n'est-ce pas, économiques, et pour des raisons géopolitiques, parce que sur le plan international, leur ennemi le plus maximaliste, c'est la Russie, il est question d'utiliser l'Ukraine pour atteindre leur objectif. Donc moi, je pense pour ma part que, en réalité, nous sommes en train de vivre les scénarios de la fin des guerres. Parce que les 4 ans que Donald Trump va passer à la tête des États-Unis, je pense que parmi les sujets qu'il va, n'est-ce pas, essayer résoudre, parmi les sujets qui feront l'objet de sa préoccupation, il y a bel et bien le sujet ukrainien. Ukrainien, pourquoi? Parce que Donald Trump a un label très bien connu. Il a une idéologie très bien connue. Les États-Unis, d'abord, le protectionnisme, n'est-ce pas, américain, qui voudrait que les intérêts de son peuple soient d'abord mis en avant et sauvegardés sur le plan international. Et parce que l'Ukraine a été une hémorragie financière pour les États-Unis à l'époque de Joe Biden, Donald Trump entend donc faire une sorte de rectification, c'est-à-dire de recouvrir toute cette saignée financière que les États-Unis ont saignée du côté de l'Ukraine. Donc même si on arrive à la fin de la guerre, il y aura les accords qui seront signés, ce qu'on appelle généralement les accords post-guerre. Et parmi ces accords-là, il y aura les accords, n'est-ce pas, économiques, les accords commerciaux qui feront en sorte que les pays qui ont dépensé dans cette guerre-là puissent, n'est-ce pas, revenir, n'est-ce pas, ou alors puissent, n'est-ce pas, recouvrir leurs dépenses. Donc, moi, je suis en train de voir le scénario de l'après-première et deuxième guerre mondiale. Comment les acteurs s'étaient comportés. Par exemple, si on prend par exemple le cas de la première et la deuxième guerre mondiale, on voit bel et bien que l'Allemagne, par exemple, qui avait été conçue comme étant la responsable de tout ce qui s'est passé, on a vu comment l'Allemagne a été sanctionnée. L'Allemagne s'est vue imposer un certain nombre d'accords et de traités sur le plan international qui restent en vigueur jusqu'à aujourd'hui et qui annihilent à l'Allemagne, n'est-ce pas, d'avoir certaines positions politiques et géopolitiques sur le plan international. Vous savez qu'aujourd'hui, il est difficile pour l'Allemagne de se réarmer à un certain niveau. Il est difficile pour l'Allemagne d'avoir un siège au Conseil de sécurité, par exemple. Donc, c'est des choses qui ont été peaufinées et planifiées par les vainqueurs de la guerre pour que dans l'avenir, ce pays-là ne puisse plus revenir en termes de nuisances et recréer la même situation. Donc, l'Ukraine peut être peut-être une situation malheureuse, mais ça va participer à reconsolider le plan international en termes de traités, en termes d'accords.
Parce que je vous ai dit ici dernièrement qu'on ne résout pas un problème par la violence. On ne résout pas un problème forcément et seulement par des sanctions. Ce qui fait le ciment unificateur de la résolution des crises sur le plan international, c'est beaucoup plus les traités, les accords et les conventions. Et je vous ai toujours dit que à la tête des grandes missions de ces traités, de ces conventions, figure généralement la configuration des rapports de force, d'ambition et de rivalité présents et prévisibles sur le plan international. Donc, le traité ou la fin de la guerre ou la négociation n'est pas souvent seulement un élément de faiblesse. Parce que quand les gens entendent parfois parler sur le plan international, il faut négocier, il faut dialoguer, les gens pensent que c'est de la faiblesse. Ce n'est pas le faible qui dialogue. Ce n'est pas le faible qui négocie. Je suis désolé. C'est souvent un moment de rapport de force, de la configuration des rapports de force, d'ambition et de rivalité présents et prévisibles. Prenons par exemple quelques exemples sur le plan africain et comme sur le plan mondial. Sur le plan africain, on a vu lors de la crise ukrainienne ce qu'on a appelé les accords de Linus-Marcoussis. Vous avez vu comment ça s'est passé là-bas? C'est un traité qui a montré les ambitions des uns et des autres, et les rivalités des uns et des autres. C'est un traité qui a, n'est-ce pas ici, fait en sorte que le camp de Gbagbo ne puisse pas, n'est-ce pas, être clairvoyant. C'est-à-dire, on voit que dans ce traité-là, le camp de Gbagbo a été bafoué parce qu'il n'a pas été réaliste, il n'a pas su configurer les rapports de force pour l'avenir. Vous avez vu comment ça s'est transformé. Donc, comme les Linus-Marcoussis, on peut citer Minsk 1, Minsk 2, on peut citer beaucoup de traités sur le plan international et on voit que généralement, c'est des occasions où les acteurs internationaux imposent des conditions dans l'objectif non seulement de sauvegarder leurs intérêts, mais aussi et surtout de se positionner en termes de rivalité, non seulement dans le présent, mais aussi et surtout dans l'avenir. Donc, je suis désolé, Volodymyr Zelensky est aujourd'hui en train de passer, je veux dire, les derniers jours à la tête de l'Ukraine. Je ne suis pas pessimiste, je suis davantage réaliste lorsque je décris, lorsque je lis l'environnement géopolitique qui s'opère autour de cette crise.